Bonjour à toutes et à tous. C'est Vivi. Bienvenue sur notre chaîne La Route Vers. On part ensemble à la découverte d'un monde fabuleux. Tu l'as peut-être déjà ressenti en lisant un poème ou une belle phrase dans un roman. Certains textes chantent, d'autres claquent, certains semblent murmurer presque. C'est comme si chacun avait sa propre musique, son rythme, sa personnalité. Et ce n'est pas un hasard. C'est souvent grâce aux figures de style, ces petits outils qui montrent à quel point le langage humain peut se réinventer, surprendre, émouvoir. Ce qui est fascinant avec les figures de style, c'est qu'elles ne se perçoivent pas toujours de la même façon. Leur interprétation dépend toujours de la sensibilité du lecteur ou de l'auditeur. Elles enrichissent un texte, lui donnent une voix, un style, une couleur. Mais comment les analyser? Est-ce suffisant de connaître leur nom et leur définition? Pour bien les comprendre, on part du fonctionnement linguistique. D'abord, le signifiant, c'est-à-dire la forme sonore ou graphique du mot, la suite de sons que nous entendons, ou de lettres que nous voyons. Exemple, le mot lune. Le signifiant, c'est le son, lin, ou l'enchaînement de lettres lune. Ensuite, on regarde le signifié, qui est le concept mental associé à ce mot. Ici, l'idée d'un astre, d'un satellite naturel de la Terre. Ensemble, le signifiant et le signifié forment ce que l'on appelle le signe linguistique, une notion fondamentale en linguistique. N'hésite pas à revoir notre vidéo La Route Vers. Signe linguistique, le lien est en description. On peut aussi analyser le sens du mot selon deux autres notions importantes. La dénotation, c'est le sens littéral, celui que tu trouves dans le dictionnaire. Par exemple, le mot noir dénote une couleur. La connotation, c'est le sens subjectif. Elle ajoute une valeur affective ou culturelle. Toujours avec le mot noir. Dans certaines cultures, comme en Grèce, il connote le deuil, la tristesse, la mort. Dans d'autres contextes, il peut évoquer l'élégance, la peur, la nuit ou encore un genre littéraire tel que le roman noir. Une simple couleur peut donc changer d'atmosphère, selon le contexte ou la culture. Dans cette vidéo, on va découvrir plusieurs figures de style. Mais on va commencer par celles qui donnent au texte une vraie musique intérieure. Ce sont figures de musicalité ou figures phoniques. Pour aller plus simplement, ici on dira figures sonores parce que c'est exactement ce qu'elles sont. Des figures qui font entendre le texte, qui lui donnent un rythme, une ambiance, une émotion. Les deux plus connus sont l'allitération et l'assonance. Tu vas voir, ces figures sont partout. Dans la poésie bien sûr, mais aussi dans les chansons, la publicité, et même dans ce que nous disons tous les jours. Alors, on y va? Découvre comment un simple son peut changer toute l'ambiance d'un texte. Allitération. C'est la répétition d'un même son de consonne dans une phrase, un paragraphe, un vers ou même une strophe. Elle sert à créer un effet de rythme, d'harmonie, de douceur ou au contraire de tension. Par exemple, dans ce vers d'Edgar Allan Poe, traduit par Charles Baudelaire, sur le sommet du siège, sombre et solitaire, écoute comment la répétition du son de consonne crée une atmosphère sifflante, renforçant le caractère sombre du poème. On y entend une musique douce, un souffle mélodique. Les sons consonantiques peuvent être regroupés en plusieurs familles, les dentales, les labiales, les palatales, les vélaires et les uvulaires. Assonance, c'est l'équivalent vocalique de l'allitération. Ici, ce sont les sons de voyelles qui se répètent, toujours pour produire un effet sonore. Ces sons peuvent être des voyelles simples, des diphtongues ou des syllabes vocaliques. Prenons cette phrase de Victor Hugo. Un bruit sourd frappe les sourds échos. La répétition du son ou crée une musicalité, souligne la tristesse, et donne une impression de plainte sourde. Après les figures qui font chanter les mots, en voici une autre famille très utilisée en littérature, les figures d'atténuation. Ce sont celles que l'on emploie pour adoucir un message, pour ne pas choquer, ou au contraire, pour faire passer une idée en douceur, mais avec beaucoup d'effet. Elles permettent de dire les choses avec retenue, avec diplomatie, parfois même avec ironie. C'est pour cela que l'on va les appeler ici les figures de délicatesse. On les rencontre où? Un peu partout, dans les discours politiques, dans les pièces de théâtre classiques et même dans nos conversations quotidiennes. Parmi elles, on trouve l'euphémisme, la litote et la prétérition. Euphémisme. Il nous aide à exprimer quelque chose de désagréable, de triste ou de choquant, de manière plus douce, plus modérée. Au lieu de dire « il est mort », on dira par exemple « il nous a quittés ». La réalité de la mort, difficile à dire ou à entendre, est alors atténuée, même si cela ne rend pas les choses plus faciles. Litote. C'est une figure qui consiste à dire peu pour suggérer beaucoup. Tu te demandes sûrement, comment est-ce possible? Eh bien, on utilise souvent une forme négative ou un mot atténué. Par exemple, au lieu de dire ce tableau est laid, on dira, ce tableau n'est pas très beau. Ce n'est pas plus gentil, mais c'est plus élégant, plus subtil et parfois, plus ironique.
Une petite astuce pour ne pas confondre l'euphémisme et la litote. L'euphémisme atténue une réalité négative. La litote, elle, sous-entend une réalité, positive ou négative, en disant le contraire. Prétérition. Avec cette figure, on dit que l'on ne va pas dire quelque chose, tout en le disant quand même. Un peu étrange, n'est-ce pas? Exemple. Je ne veux pas rappeler ces commentaires déplacés. En disant cela, on attire précisément l'attention sur ces commentaires. C'est un effet de style très utilisé dans les discours ou les textes argumentatifs. Après les figures qui atténuent les mots, place à celles qui montrent le monde autrement en comparant, en transformant ou en faisant parler les choses. Ce sont les figures de ressemblance ou, comme j'aime les appeler, les figures d'image, car elles transforment les idées abstraites en images concrètes, presque visuelles. Dans cette vidéo, on va découvrir l'allégorie, la comparaison, la métaphore, la personnification et la prosopopée. On commence par l'allégorie. Elle fait partie des figures de ressemblance, mais attention, elle joue à un tout autre niveau. L'allégorie, c'est quand on représente une idée abstraite, comme le temps, la liberté, la justice, sous une forme concrète, souvent une personne ou une image symbolique. Par exemple, une femme tenant une balance. Tu l'as sûrement déjà vue. Ce n'est pas juste une femme avec une balance au supermarché. C'est une allégorie de la justice. La balance représente l'équilibre, l'impartialité. Parfois elle a même les yeux bandés, pour montrer qu'elle juge sans préjugés. L'allégorie donne donc corps à une idée, elle la transforme en personnage vivant ou en scène parlante, pour que l'on puisse mieux la comprendre ou la ressentir. Elle est très utilisée en peinture, en poésie, en BD et même dans les logos. Alors, la prochaine fois que tu croises une image qui semble en dire plus qu'elle ne montre, demande-toi si ce n'est pas une allégorie qui te parle. Passons maintenant à la comparaison. C'est un peu comme une petite passerelle entre deux choses que l'on veut rapprocher. Pourquoi? Parce qu'elles ont un point commun. Et pour créer cette passerelle, on utilise des adjectifs, identiques à, pareil à, semblable à, etc. Des adverbes, ainsi, comme, etc. Des conjonctions de subordination ou des locutions, ainsi que, plus que, moins que, aussi que, autant que, etc. Ou même des verbes, ressembler à, sembler, etc. Un exemple tout simple? Tes yeux brillent comme le soleil. Ici, on compare tes yeux, c'est le comparé, au soleil, c'est le comparant. Le point commun? C'est l'éclat, la lumière. Grâce à cette image, on ne parle plus seulement Dieu, mais on évoque une sensation, une émotion, quelque chose de presque poétique. C'est la magie de la comparaison. Continuons avec la métaphore. C'est une figure très proche de la comparaison, mais avec une petite touche de mystère. Pourquoi? Parce qu'elle fait la même chose que la comparaison, elle rapproche deux idées, mais sans le dire clairement. Elle fonctionne de manière implicite et elle supprime les mots de comparaison. C'est un peu comme si elle traversait la passerelle toute seule, sans pancarte, sans prévenir. Et pourtant, on comprend tout de suite ce qu'elle veut dire. Génial, non? Prenons l'exemple, cette femme, c'est un ange. Il n'y a pas de comme ou de tel, et pourtant on comprend bien que ce n'est pas un vrai ange qui descend du ciel. Le mot ange est utilisé ici pour souligner, selon le contexte, la beauté, la douceur, ou même le calme de cette femme. La métaphore, c'est comme un raccourci poétique qui va droit au cœur. C'est autour de la personnification. Qu'est-ce qui se passe avec cette figure de style? Elle nous donne des personnes? Bien sûr que non, mais elle permet de donner des qualités humaines ou des attitudes humaines à un animal, à un objet, ou même à un élément de la nature. Prenons l'exemple, les murs pleurent aujourd'hui. Tu le sais bien, les murs, ce sont des choses inanimées, ils ne peuvent pas pleurer, pas vrai? Enfin, sauf si un jour les scientifiques nous annoncent le contraire. Mais ici, le verbe pleure donne l'impression que les murs ressentent de la tristesse. On comprend qu'il s'est passé quelque chose de triste, de lourd. Et c'est justement cette image forte, presque vivante, que crée la personnification. Impressionnant, non? Et maintenant, place à la prosopopée. C'est un peu la cousine de la personnification, mais avec une petite différence. La prosopopée, elle ne se contente pas de donner des qualités humaines, elle donne carrément la parole à un mort, à un animal, à un objet inanimé ou même à une idée abstraite. Regarde cet exemple. Imaginons le soleil qui dit « Oh là là, il fait trop chaud. Je n'en peux plus, j'ai besoin de vacances. » Et oui, ici, le soleil parle comme un être humain. C'est ça, la prosopopée. On donne une voix, une présence presque réelle, à ce qui ne peut normalement pas parler. Et en plus, ça peut créer un effet comique, poétique, ou même dramatique selon le contexte. Une nouvelle catégorie maintenant, les figures de style d'opposition. Pourquoi? Parce qu'elles aiment bousculer les idées, créer du contraste, et parfois provoquer un petit choc. Comme elles sont pleines de caractère, on va les appeler ensemble les figures de style de révolution. On analysera l'antiphrase, l'antithèse,
l'oxymore et le paradoxe. On commence avec l'antiphrase, une figure un peu moqueuse, un peu ironique. Elle consiste à dire le contraire de ce que l'on pense, souvent pour faire de l'humour ou pour critiquer, avec un petit sourire en coin. Exemple. Quelle belle réussite. Attention, cette phrase peut cacher un gros échec. C'est de l'ironie pure. On inverse le message, mais tout le monde comprend ce que l'on veut vraiment dire ou presque. On continue avec l'antithèse, une figure toute simple, mais très révolutionnaire. Elle met deux idées contraires dans une même phrase, un paragraphe, un vers ou une strophe. C'est comme si deux réalités opposées cohabitaient, chacune dans son coin, mais réunies dans le même espace. Exemple. Certains aiment la lumière, d'autres préfèrent l'ombre. Ici on oppose deux attitudes, aimer la lumière ou préférer l'ombre. La force de cette figure, c'est le contraste. L'oxymore, maintenant, c'est un peu la cousine rebelle de l'antithèse. Elle aussi adore les opposés, mais elle les colle ensemble, sans laisser d'espace. Pas de distance entre les deux idées, elles se frottent l'une à l'autre, dans un même souffle. Exemple. Un silence assourdissant s'installa. Le silence, par définition, ne fait pas de bruit. Et pourtant, ici, il est tellement fort que l'on dirait qu'il hurle. Une image puissante, née du choc entre deux mots apparemment incompatibles. Et pour finir, une figure un peu plus déroutante, le paradoxe. Il mélange deux idées qui semblent impossibles à accorder, qui vont à l'encontre du bon sens, mais qui, finalement, nous font réfléchir. Exemple. Moins on a de temps, plus on en trouve. Absurde? Peut-être au début. Et pourtant, cette phrase révèle une vérité surprenante, que chacun peut constater un jour. Une nouvelle catégorie fait maintenant son apparition. Ce sont les figures de style de substitution, qui remplacent un mot par un autre. Quelle est leur particularité? Elles jouent avec le sens en changeant de forme, un peu comme des caméléons. C'est pour ça que l'on va les appeler ici les figures de style caméléon. On y trouve l'antonomase, la métonymie, la métalepse, la synecdoque et la périphrase. Commençons par l'antonomase. Cette figure caméléon remplace un nom commun par un nom propre ou l'inverse. Par exemple, c'est un Dom Juan, pour parler d'un séducteur. Passons maintenant à la métonymie et ses variantes. Oui, tu as bien entendu. Cette figure a des petits cousins caméléons. La métonymie remplace un terme par un autre, lié à lui par un lien logique, le lieu pour la personne, l'objet pour la matière, l'activité pour le lieu, le contenant pour le contenu, l'auteur pour son œuvre, le dramaturge pour la pièce. Par exemple, on dit « voir Molière ». Ici on ne voit pas Molière en personne, mais une de ses pièces. Pour en savoir davantage sur Molière, vous pouvez regarder notre vidéo La route vers Molière, l'art de faire rire et réfléchir. Sa première variante est la métalepse, où la cause et la conséquence s'échangent. Par exemple, j'ai perdu ma langue, où langue signifie parole. La conséquence, ne plus parler, remplace la cause, la perte de la langue. Sa deuxième variante est la synecdoque. Elle consiste à utiliser une partie pour désigner le tout. Par exemple, il n'y a plus d'ailes dans le ciel, où elle désigne en réalité les oiseaux ou les avions. Et finalement, la périphrase. C'est la figure de style qui utilise une phrase plus longue pour désigner quelque chose ou quelqu'un de plus court. Imagine un animal majestueux, assis au coucher du soleil dans la savane. Le roi des animaux, bien sûr. Cette phrase, c'est une périphrase qui désigne le lion. Nous avons une autre catégorie maintenant, assez intéressante et pas difficile. Elle contient les figures de style de construction, que nous appellerons ici les figures de style architecte. Pourquoi ce nom? Parce qu'elles organisent, construisent ou déstructurent la phrase comme si elles posaient des briques ou redessinaient les murs. Parmi elles, on retrouve l'anacolute, la syndète, le chiasme, l'ellipse, l'hypotaxe, le parallélisme, la parataxe, le pléonasme, le polysyndète, ainsi que le zeugma. Il y en a beaucoup, je le sais. Imagine que chaque figure est un matériau, une technique ou une touche artistique pour bâtir un gratte-ciel unique. Prenons d'abord l'anacolute. C'est une rupture de la construction syntaxique. C'est un changement inattendu qui surprend l'oreille et donne un effet de spontanéité. Exemple. Le vent soufflait fort, mes pensées, elles, s'étaient déjà envolées. Ici le sujet change soudainement, car mes pensées ne suivent pas la structure initiée par le vent. Quel est l'effet? C'est comme si l'architecte avait changé de plan en cours de route. La syndète, elle, refuse de lier les choses avec des conjonctions. Pas de « et », pas de « mais », pas de « donc », juste une suite rapide, presque télégraphique. Exemple. Il court, tombe, se relève, recommence. Les actions s'enchaînent sans lien. On dirait une construction sans mortier, où les briques tiennent toutes seules. C'est sec, direct, rythmé.
Le chiasme, quant à lui, construit avec des miroirs. Il suit une structure en croix, ABBA. Exemple célèbre attribué à Molière. Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Tout est inversé dans un jeu d'équilibre parfait. C'est symétrique, élégant, comme un gratte-ciel avec des fenêtres parfaitement réfléchissantes. L'ellipse joue la carte du silence. On enlève volontairement un mot attendu, souvent pour aller à l'essentiel ou créer un effet poétique. Exemple. Elle aimait la lune, lui, le soleil. Ici, le verbe aimer est supprimé dans la deuxième partie, mais on le comprend naturellement. Cela donne un effet poétique, comme une respiration suspendue entre deux étages. L'hypotaxe, c'est l'abondance de subordonnés. Elle ajoute des couches et des couches à la phrase, comme un échafaudage complexe. Exemple. Comme il était en retard, parce qu'il avait oublié son réveil, il a manqué le métro. Dans cet exemple, on a deux subordonnés de cause. C'est un peu comme les étages d'un gratte-ciel qui s'empilent de façon bien structurée. Le parallélisme, quant à lui, construit à l'identique. Il répète une structure grammaticale, comme un architecte qui poserait les mêmes fenêtres au même rythme. Exemple. Tu choisis la peur, je choisis le courage. Tu choisis le doute, je choisis l'élan. L'effet est harmonieux, calme, fluide, parce que la répétition régulière crée une symétrie et un équilibre dans la phrase. La parataxe, c'est la cousine de l'hypotaxe. Elle juxtapose les phrases sans lien logique visible, mais le sens se construit autrement. Exemple. Elle m'a téléphoné, elle a dit un mot. Elle a raccroché tout court. Le rythme est sec, direct. C'est la succession d'actions simples et brèves qui construit le sens. Et puis, il y a le pléonasme. Tu sais, cette redondance volontaire que l'on utilise parfois sans s'en rendre compte. C'est souvent pour insister, souligner, faire sourire, ou ajouter une touche d'expressivité à une construction trop neutre. Exemple. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ici, vu, implique déjà les yeux et de mes propres yeux répète volontairement l'idée, créant un effet d'insistance. Le polysyndète, c'est le contraire de la syndète. Il multiplie les conjonctions de coordination. Exemple. Et l'eau, et la terre, et le feu, et le vent. Ici l'effet est solennel, incantatoire, presque mythique. La répétition des airs ralentit le rythme, donnant au discours un poids et une gravité qui rappellent les épopées anciennes. On monte étage après étage, sans jamais s'arrêter. On sent le souffle poétique, n'est-ce pas? Et enfin, le zeugma. Lui, il adore combiner des choses qui n'ont rien à voir, dans une même phrase. Exemple. Il a perdu ses clés et le sourire. Ici, on unit un objet réel à un état émotionnel. L'effet peut être poétique ou comique, selon le contexte. C'est comme poser côte à côte un balcon et une sculpture surréaliste. Terminer les figures de construction, place maintenant à une autre catégorie. Celle des figures de répétition que nous allons appeler ici figures de style de fréquence. Pourquoi ce nom un peu spécial? Parce qu'elles fonctionnent comme si l'on ajoutait du chocolat dans un gâteau encore et encore. Et qui n'aime pas le chocolat franchement? Ces figures sont là pour souligner, insister, rythmer, et parfois même émouvoir ou amuser. Et pour bien les comprendre, on va les déguster en ordre alphabétique, comme une boîte de chocolat bien rangée. La dégustation commence avec l'anadiplose, puis se poursuit avec l'anaphore, l'antanaclase, l'épanadiplose, l'épanalepse, l'épiphore, la polyptote et se termine par la répétition. Anadiplose. C'est quand le dernier mot d'une phrase revient tout de suite au début de la suivante. Exemple. Elle rêvait de liberté. Liberté qu'elle cherchait chaque matin. Ici la répétition du mot liberté donne de la continuité et facilite une transition douce. C'est comme une bouchée qui appelle la suivante. Anaphore. C'est la répétition du même mot ou groupe de mots en début de phrase ou de vers. Plus simplement, on commence chaque phrase de la même façon. Prenons l'exemple, j'écris pour comprendre. J'écris pour parler. La reprise de j'écris crée un effet d'attente. C'est comme une couche de chocolat au début de chaque part. On reconnaît le goût dès la première bouchée. Antanaclase. C'est quand on utilise deux fois le même mot dans une phrase, mais pas avec le même sens. Exemple. Le peintre peint un monde où tout se peint autrement. La répétition du mot peint attire l'attention sur ses différentes valeurs. C'est un peu comme mettre deux chocolats identiques sur le gâteau, mais l'un est sucré, l'autre amer. Même forme, goût différent. Épanadiplose. C'est la figure de style qui encadre une phrase avec le même mot au début et à la fin. Exemple. Rien ne dure vraiment. Rien. La reprise du mot rien donne un ton fataliste, presque méditatif. C'est comme commencer et finir la bouchée avec la même douceur, pour une sensation d'encerclement. Épanalepse. Une figure de style que l'on confond parfois avec l'épanadiplos. Mais, il y a une petite nuance. Ici, il s'agit de la répétition d'un même mot ou d'une même expression à distance dans une phrase. Exemple.
Songe à toi, songe à nous. La répétition du mot songe crée une impression d'écho, une forme de musique dans la langue. Il y a aussi une autre forme d'épanalepse. Quand un mot est repris plus tard sous forme de pronom. Exemple, cette chanson, je l'ai écrite hier. Ici le pronom elle rappelle le mot chanson et donne de la force à la phrase. Dans les deux cas, c'est comme si le goût du chocolat revenait en bouche un peu plus tard. Épiphore, c'est le contraire de l'anaphore. Ici on répète le même mot à la fin de plusieurs phrases ou vers. Exemple, il cherchait son regard, il attendait son regard, il vivait pour ce regard. La répétition du mot regard donne un effet de conclusion affective, une sorte de refrain. C'est comme une ganache bien fondue en dernière couche. Polyptote, c'est la répétition d'un même mot, mais sous différentes formes grammaticales. Exemple, tu choisis de vivre, et tu vis ce que tu as choisi. On retrouve ici le même verbe sous plusieurs formes, infinitif, vivre, présent, tu vis. Cette figure de style met ici en valeur l'idée de vie en jouant sur ses variations. C'est comme un même chocolat décliné en truffe, en mousse, en glaçage. Répétition, c'est quand un même mot revient plusieurs fois dans une phrase ou un texte, pour bien insister sur une idée. Il n'a pas besoin d'être collé, ni d'être dans la même structure. Exemple, la vie sans l'amour est impossible, l'amour sans la vie est inexistant. Ici, la vie et l'amour sont répétés pour montrer qu'ils vont ensemble, qu'ils sont inséparables. C'est comme remettre du chocolat dans chaque couche du gâteau. On insiste, on en rajoute, et c'est délicieux. Voici notre dernière catégorie, les figures de style d'insistance, que nous allons appeler ici les figures de style mégaphone. Pourquoi ce nom? Parce qu'elles crient plus fort que les autres. Elles amplifient une idée, attirent l'attention, intensifient l'émotion. Imagine une fanfare qui fait son entrée fracassante. Une simple phrase ne suffit plus, il faut du bruit, du rythme, du spectaculaire. Et maintenant, faisons défiler les instruments, en ordre alphabétique bien sûr. Parmi ces mégaphones, découvrons ensemble l'accumulation, l'énumération, la gradation et l'hyperbole, prêts à faire vibrer nos textes. Accumulation, c'est quand on aligne plusieurs mots ou groupes de mots ayant la même fonction dans la phrase, afin d'amplifier le sens sans forcément apporter de nouvelles informations. Exemple, il riait, pleurait, chantait, dansait, hurlait. Ici on sent la profusion, la surcharge. Cette figure crée souvent une atmosphère débordante d'émotions, d'action, ou même de confusion. Énumération, c'est une accumulation, oui, mais organisée. Elle présente de manière logique différents éléments d'un tout, appartenant à la même catégorie grammaticale. Exemple, tous les sentiments négatifs dans son cœur. La tristesse, la mélancolie, le désespoir. Chaque mot ici est une note qui rend la description plus vivante, plus précise. Gradation, c'est une succession de mots de même nature grammaticale, dont l'intensité augmente ou diminue. Quand ça monte, on parle de gradation croissante. Exemple, c'est bon, très bon, délicieux. Ici, c'est comme si le volume augmentait. Chaque mot frappe plus fort que le précédent. Et quand ça descend, c'est une gradation décroissante. Exemple, il criait, parlait, murmurait. Ici on entend le volume baisser, doucement. Chaque mot s'efface un peu plus. Hyperbole, c'est quand on exagère à fond. On grossit tout. Exemple, je suis mort de fatigue. On n'est pas vraiment mort bien sûr, mais on amplifie à l'extrême pour marquer, impressionner. L'hyperbole, c'est le tambour géant qui fait trembler toute la scène. Et voilà, tu connais maintenant l'univers magique des figures de style. Si tu as une figure préférée ou une question, écris-moi un petit mot en commentaire, je serai super contente de te répondre. Petite précision importante, les appellations ludiques, comme figure de style caméléon ou figure de style de délicatesse, ne sont pas des termes que l'on utilise à l'écrit ou à l'oral dans un contexte formel. Ce sont simplement des noms créatifs que j'ai choisis pour rendre l'apprentissage plus amusant, et pour mieux retenir ces figures. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un gros pouce bleu, de t'abonner, et de cliquer sur la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. À très vite pour de nouvelles aventures littéraires.